Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom Les Magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver et d'aborder avec toi ta relation à l'argent. En tant qu'entrepreneuse, donc en tant que femme qui entreprend, mais aussi en tant qu'entreprise, peu importe que tu sois en micro-entreprise, en EURL, en SARL, en SASU, en freelance, ton métier est là pour te faire rapporter de l'argent. En tout cas, ton entreprise en a besoin pour être pérenne et rentable. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder avec toi, de te questionner. C'est un peu un épisode comme une forme d'introspection. Et te poser certaines questions, t'amener à réfléchir. Parce que parfois, il y a des blocages inconscients, parfois ça peut être conscient, et souvent c'est ramené à l'argent. Donc, chère entrepreneuse, je te pose cette question, quelle est ta relation à l'argent? As-tu une relation à l'argent plutôt apaisée? Il n'y a pas de soucis particuliers. Est-elle plutôt conflictuelle, c'est-à-dire un coup je t'aime, un coup je ne t'aime pas? Est-ce qu'elle est plutôt émotionnelle dans le sens où tu peux avoir des achats ultra compulsifs quand tu as des émotions fortes que tu ne gères pas, etc., etc. Quelle est aussi la valeur que tu y donnes? Quelle place a l'argent dans ta vie au-delà de ta structure d'entreprise? Quelle est la place, quelle est l'importance que tu lui donnes? Est-ce que c'est quelque chose qui est prioritaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est secondaire? Commencez par te poser ces questions, commencer à avoir un regard macro sur les choses, te permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur est vraiment important. Tu peux même prendre une feuille, un stylo pour pouvoir te poser ou te noter ces questions et pouvoir y répondre pour toi-même. Quelle association également tu fais avec l'argent? Donc par rapport à la valeur, à l'importance que tu lui donnes, c'est ce que je te disais, est-ce que c'est quelque chose qui est ultra prioritaire? Est-ce que c'est quelque chose après lequel tu cours? Est-ce que c'est quelque chose où tu n'apportes pas du tout de valeur, c'est secondaire? Et du coup de regarder en fonction de ça ce que ça génère ou ce que ça ne génère pas au sein de ta propre entreprise. Et au niveau des associations, ça va être de te dire, par exemple, à quoi j'associe l'argent? Est-ce que l'argent est égal à la liberté? Peut-être que c'est ça que tu rapportes à l'argent. Donc, ça peut être intéressant de te donner 3 points. On peut commencer par 3 points. Tu peux aller jusqu'à 5, 10, 15, 20, peu importe. Mais de te dire, tiens, quelle est l'association que je fais à l'argent? Tu peux écrire argent égale, donc si on reprend cet exemple, liberté. Un autre exemple, ça pourrait être à quoi j'associe l'entrepreneuriat par rapport à l'argent. Est-ce que vraiment c'est plutôt une sécurité financière ou une insécurité financière?
Je vais te prendre un exemple, le mien, comme ça c'est le plus simple. Par exemple, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je générais beaucoup d'argent dans mon salariat. Je sais que l'argent est important pour moi. Je sais aussi que mes parents ont eu des difficultés pendant une bonne période de leur vie, quand ils étaient ensemble, quand ils étaient séparés. Donc tout ça, ça vient jouer et c'est venu jouer fortement sur la façon d'entreprendre et la façon dont je dépense aussi au quotidien. Mais dans mon entrepreneuriat, c'est ressorti avec cette croyance que le salariat, c'est la sécurité versus l'entrepreneuriat, c'est l'insécurité financière. Pourquoi ? Parce que avec ma première société, en fait, tout simplement, j'ai fait faillite. J'ai fait faillite pour de la mauvaise gestion d'argent, notamment pour des mauvais investissements. Même si j'arrivais à générer de l'argent, il y avait tout un background derrière. Et en fait, si ça, moi, je le travaille pas, ça va se répercuter. Tu auras beau changer d'activité, tu auras beau reprendre ou pas reprendre un salariat, si tu ne sais pas gérer l'argent, si tu ne sais pas à quoi tu l'associes, ça va bloquer. Donc te dire, si j'associe la liberté ou si j'associe l'argent est égal à prison, justement, te poser la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que le salariat, dans mon cas, est-ce que c'est vrai que le salariat, il est vraiment plus sécuritaire que l'entrepreneuriat ? Pas forcément, un CDI ne te garantit pas de rester ad vitam aeternam chez ton employeur. Il n'y a pas plus de sécurité, il n'y a pas plus de confort en réalité, puisque quand tu es dans le salariat, tu ne sais même pas ce que génère réellement l'entreprise ou pas. Donc c'est se poser ces questions et de savoir est-ce que c'est vrai. J'avais aussi envie de te parler, donc je reprends cet exemple, l'entrepreneuriat est égal insécurité financière, parce que c'est quelque chose qui ressort aussi chez pas mal de personnes, surtout les personnes qui veulent se lancer, ou même les entrepreneuses. Quand tu es entrepreneuse et que ça fait un moment que tu t'es lancée et que tu es obligée peut-être d'avoir un boulot à côté, ou que tu as du mal à boucler tes fins de mois, ou que tu as dû, je sais pas moi, faire un emprunt, etc., etc., il va y avoir cette fameuse insécurité. L'insécurité à l'intérieur de toi, en réalité, n'a strictement rien à voir avec l'argent. Je répète, la sensation, le sentiment de sécurité ou d'insécurité, à proprement parler, n'a strictement rien à voir avec l'argent. Ça a tout à voir, par contre, avec comment je me sens à l'intérieur de moi, à l'instant T, où je réceptionne la situation. Par exemple, il y a des entrepreneuses, voire des multimillionnaires qui sont vraiment très très riches, pour autant ils n'ont toujours pas cette sécurité à l'intérieur d'eux. On voit bien que c'est pas l'argent ils l'ont, l'argent coule à flot, et bien souvent où vont ressortir ces insécurités? Ça pourrait être dans des consommations de type alcool, de type nourriture excessive, de type drogue peut-être même. Ça va être des comportements comme ça qui vont essayer de venir nourrir, rassurer l'insécurité, mais l'argent, il est là, il est abondant. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important et que si tu n'en as vraiment pas, ça va pas jouer, mais le vrai état interne sur la sécurité, il t'appartient de le travailler à toi. On pourrait prendre un contre-exemple, des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui pour autant se sentent en sécurité et se sentent, je vais pas dire extrêmement bien dans leur quotidien, mais en tout cas qui arrivent à se débrouiller et qui sont pas malheureux pour autant ou qui ne se sentent pas en sécurité, qui ont une confiance en la vie, en le fait que ça va revenir. En fait, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'une valeur, ce n'est qu'une monnaie. Par rapport à cette insécurité, pour finir sur ce point-là, forcément, si tu travailles pas dessus, que ce soit seul ou accompagné, si tu rejettes ça, ça va te revenir comme un boomerang, en fait. C'est mathématique, tout ce qu'on ignore, tout ce qu'on fout sous le tapis, tout ce qu'on ne veut pas voir à l'instant T, tout ce dont on ne veut pas s'occuper, à un moment donné, ça va ressortir. C'est le fameux « je passe pas par la porte, mais je passe par la fenêtre ». Nos émotions sont très fortes pour ça, et parfois, elles vont, quand on s'en est vraiment pas occupé, elles peuvent ressortir dans des manières auxquelles on s'attend pas. Par exemple, par rapport à cette insécurité intérieure, quand tu es entrepreneur, j'accueille pas en fait mon état intérieur où je ne suis pas en sécurité avec moi-même, où je me fais pas confiance. Finalement, je lance un service, un produit et je n'arrive pas à le vendre.
ça va s'associer avec ça, avec cette estime, cette confiance, cette valeur aussi qu'on s'attribue à soi. Donc, prends vraiment le temps, de comprendre d'où vient cette insécurité intérieure, de l'accueillir, de la chérir, d'en prendre soin et d'essayer de travailler dessus et de l'apaiser, en fait, tout simplement. C'est ça le mot que je cherchais. La peur de manquer, c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Cette peur de manquer ne t'appartient pas non plus. C'est des associations vraiment qui viennent souvent, c'est des schémas répétitifs en fait de l'enfance. Donc, par exemple, si tu as grandi dans une famille où tes parents travaillaient beaucoup, pour autant les fins de mois étaient difficiles, ou alors qu'on t'a rabâché à chaque fois que tu rentrais dans un magasin ou même dans une boulangerie que tu viens acheter ceci, il n'y a pas de la place pour cela. Bon, mais en général, tu vas venir l'intégrer à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose qui appartient finalement à tes éducateurs, à tes parents, à ta famille. On peut voir du transgénérationnel comme ça qui se passe, même si toi aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse tu génères de l'argent, peut-être que tu vas pas t'autoriser à t'offrir certaines choses, à investir dans des endroits pour toi, pour ton entreprise, parce que tu vas avoir besoin de ce fameux matelas de sécurité qui peut être plus ou moins important selon les personnes. A contrario, tu peux aussi être complètement flambeuse et pas du tout mettre de côté et jouer avec cette espèce de sécurité, insécurité intérieure. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de venir prendre du recul et de savoir que souvent, lorsqu'on a cette peur de manquer, de se rappeler, tiens, c'était quoi mon schéma familial? Ça a été quoi mon éducation? C'est quoi ma culture, en fait? Je viens d'où? Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi si j'ai ce rapport-là avec l'argent? C'est hyper intéressant à travailler. C'est hyper enrichissant, j'ai envie de te dire, de regarder tout ce qui se passe et de remettre en fait aux personnes, de dire ok, ça, cette croyance en fait elle ne m'appartient pas, elle appartient à mes parents et je leur laisse et moi je vais faire mes propres expériences, mes propres croyances. Ce qui m'amène du coup, donc on a vu que de définir quelle était ta relation, quelle était la valeur, l'importance, quelles étaient les associations, et quel était ce sentiment de sécurité versus insécurité intérieure. La peur de manquer, c'est quelque chose qui est vraiment relié à l'argent, d'où est-ce que ça vient. Maintenant, en tant qu'entrepreneuse, j'avais envie de t'adresser ce message par rapport à la fixation de son prix. Donc ça, c'est encore une autre étape. Une fois que tu as vu tout ça, déjà quand tu te questionnes sur tout ça, tu vas t'amener, tu vends des produits, tu vends des services, comment je fixe mon prix ? Et là, c'est hyper intéressant parce que selon ton profil d'entrepreneuse, selon ce que tu fais aussi, il va y avoir d'autres choses qui se jouent. Vraiment d'autres choses. Par exemple, si tu es entrepreneuse dans le spirituel, si tu es thérapeute, si tu es sophrologue, si tu es préparatrice mentale, tout ce qui va être du service à la personne et tout ce qui va toucher les relations émotionnelles, affectives, la relation avec soi, souvent, très régulièrement pour tout te dire, et moi j'en ai fait partie aussi, mais je le vois de partout, chez des consoeurs, chez des personnes que j'ai accompagnées, et c'est terrible en fait de ne pas savoir fixer de prix, de ne pas s'autoriser à fixer de prix parce que on va avoir cette croyance, cette sensation, on se fait du beurre sur le malheur des autres. On est là pour donner. Alors encore plus chez les femmes. Alors quand tu es une femme et que tu cumules une activité de coaching ou spirituelle ou quelque chose qui est très lié avec les émotions, le rapport avec soi des autres personnes, la plupart des personnes, soit elles vont fixer un prix hors de prix, mais alors vraiment hors de prix qui n'a rien à voir avec le service, parce qu'elles vont estimer que c'est comme ça, moi je vaux, je dis n'importe quoi, les fameux 10K, je vaux 10 000 balles, non mais en fait est-ce que ton service il les vaut vraiment, je parle pas de toi, et à contrario on a des personnes qui elles vont rester à un tarif où elles seront pas du tout rentables, elles auront peur de mettre de l'argent parce que elles ont envie d'aider en fait, c'est des métiers, des services à la personne comme ça, qui accompagnent vraiment le coaching professionnel ou personnel, mais sur des thématiques beaucoup relationnelles, émotionnelles. C'est compliqué pour beaucoup de personnes de fixer leur prix.
Et à ça, j'ai envie de te dire, mais en fait, le prix, il n'est pas rattaché à toi. Le prix, il est rattaché à ton service. Donc, tu peux aller questionner ta clientèle, ton audience, tes consoeurs, regarder ce qui se fait et te dire, en fait, quel est le service que je rends? Quel est le juste tarif? Et c'est comme ça qu'on évite de tomber dans des extrêmes du 10K à 2 balles de l'heure, en fait. Ce qui n'est pas possible. Il y a des services moyens, mais ça va de soi que si tu es entrepreneuse, tu as envie de vivre de ton activité. Donc, se questionner, est-ce que je travaille à l'heure? Est-ce que je travaille plutôt au forfait? Mais toujours le ramener à ton service et toujours te rappeler que ce n'est pas ta valeur à toi, c'est la valeur de ton service. Quand tu as du mal aussi à fixer un tarif, au-delà du fait que tu prends, pour fixer un tarif, tu vas prendre aussi tes charges. Mais quand je parle tes charges, ce sont tes charges professionnelles. Je veux dire, si tu as envie de vivre, je sais pas moi, avec une Rolex à la main, la dernière Tesla, et de vivre dans un palace, c'est pas forcément à tes clients de te le payer, ça. En fait, quand surtout t'es dans du service à la personne, je veux pas rajouter des croyances, mais il y a deux extrêmes. C'est ce qu'on a vu aussi ces dernières années et qui est très fatigant. Des coachs, en fait, et moi, j'ai été cliente de coach comme ça et c'est terrible. Elles mettent un prix énorme en fait pour un service, un programme, et quand tu arrives dedans, la valeur, moi j'avais payé 8000 balles pour un programme, la valeur dedans, je peux t'assurer que ça ne valait pas l'investissement. La personne renvoyait une image premium haut de gamme. C'est pas très très haut de gamme, mais vraiment premium. Et en fait, une fois à l'intérieur, mais on aurait mis 500 balles, ça aurait été pareil en fait. Il y avait pas de service derrière. Donc, fixe tes tarifs en fonction de ce que tu délivres, en fonction de la valeur perçue, et ça, tu peux le demander à tes clients. Quel prix ils sont capables de mettre pour éviter cette douleur, ou pour, j'aime pas trop ce mot, éviter cette douleur, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on en parle dans l'entrepreneuriat, ou pour se sortir d'une situation qui est vraiment inconfortable pour eux, ou pour éviter une situation tout simplement, mais de te dire, ok, je fixe un prix qui est en cohérence avec la capacité de mon entreprise, c'est-à-dire quand je délivre tel service, quand je délivre un coaching, de quoi est-ce que la personne a réellement besoin? Est-ce qu'elle a besoin de tous les outils que tu procures? Peut-être que oui, si tu es à distance, tu vas peut-être avoir besoin d'un logiciel, d'un casque, tout ça. Mais ça, c'est pas à la personne de le payer en une fois, alors que tu vas l'étaler sur toutes les autres fois. Pense aussi à mettre un prix avec lequel tu es réellement confortable. De pas faire ces fameux écarts. Te dire, en fait, ma consoeur ou tel autre coach, elles sont à tel prix, elles arrivent à vendre. Oui, peut-être qu'elles arrivent à vendre parce que peut-être que les services délivrés est à hauteur de ce gros prix. Peut-être qu'elles sont confortables, et si elles arrivent à vendre, c'est qu'elles sont confortables avec ce prix. Mais il faut que toi, ça soit aligné à toi, à qui tu es. Et ça, c'est tout le travail que je te disais au début, de tes croyances, de tout ce que tu perçois à propos de l'argent. À partir du moment où toi, tu es aligné avec tes tarifs qui sont justes pour toi, qui sont justes pour tes clients, et que ça te rend heureuse et joyeuse de les proposer, il ne devrait plus y avoir de blocage à proprement parler. Dernière chose par rapport aussi au prix, c'est la peur du regard des autres sur les prix. C'est-à-dire que tu as fixé ton tarif, tu as fait tout ce travail, tu as déconstruit tes croyances, et parfois, il y a des personnes qui se disent « Ah oui, mais je me sens juste et alignée avec ce prix, mais j'ai peur. » C'est ce que je te disais tout à l'heure, surtout dans les métiers de service à la personne, on s'occupe de l'émotionnel, du relationnel, tout ce qui touche vraiment à l'intime, avec cette fameuse croyance de « je me fais de l'argent sur le dos des gens, sur leur malheur ». Non, en fait, pas du tout. C'est pas sur ce sur quoi tu dois être concentré. Donc ça va être une croyance de l'extérieur. J'ai peur qu'on me dise de moi que je me fais de l'argent sur le malheur des autres. Ça vient beaucoup aussi selon la culture et l'éducation qu'on a. Là encore, ça vient renforcer. Par exemple, moi j'ai une culture plutôt judéo-chrétienne. Je suis née en France, dans une famille
plus ou moins catholique parce que mon père était athée, mais ma mère était croyante, mes grands-mères étaient croyantes, pratiquantes, l'une d'entre elles était pratiquante. Donc il y a tout ce mécanisme aussi de l'endroit où je suis née, de la famille où je suis née et de la société dans laquelle j'évolue, qui est la société française qui est historiquement catholique, où en fait on doit tout donner, se sacrifier, encore plus les femmes. Le don chez la femme, ça doit être inné en fait. Donc quand on arrive et qu'on est entrepreneuse, qu'on arrive dans ces métiers-là, ça ressort beaucoup. Moi, je l'ai eu énormément. J'ai eu du mal à fixer mes tarifs au début. Après, j'ai pu trouver ce qui était confortable pour moi. Puis à un moment donné, je suis partie en cacahuète, j'ai fait des choses trop hautes. Et d'ailleurs, c'est là où je n'ai pas vendu. Quand c'était trop bas, j'arrivais à vendre forcément, mais j'attirais pas les bonnes personnes qui ne s'engageaient pas dans le travail non plus. C'était je viens pas en rendez-vous, parce que peut-être que l'engagement pour elles, au niveau même du tarif, ça n'avait pas de conséquences. Et il y a eu une grosse période pendant 1 an où ça a très bien fonctionné parce que j'étais au juste tarif pour moi, au juste tarif pour mes clientes. Et ça a vraiment bien fonctionné. C'est quand j'ai voulu aller au-delà, d'ailleurs je n'étais pas du tout confortable, je n'étais pas à l'aise, je n'ai plus vendu. C'est la logique. Donc par rapport à cette peur du regard des autres, focalise-toi, si t'as cette impression que tu te fais de la thune en fait sur le malheur des gens, focalise-toi sur le service. C'est ce que je te disais et ça sera le mot de la fin. Focalise-toi sur ce que tu apportes aux autres. Toi, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que sophrologue, en tant qu'accompagnatrice mentale, coach, peu importe ce que tu fais, mais en tant que service à la personne qui accompagne d'autres personnes, qu'est-ce que tu apportes aux autres? Tu apportes du positif dans leur vie, tu leur apportes des déblocages, tu leur apportes du mieux-être, tu leur apportes la possibilité d'avancer, tu reboostes dans la confiance en l'autre. En tout cas, tu permets tout ça, ton travail permet tout ça. Et tes clientes, elles sont libres et responsables d'investir ou de ne pas investir en fonction de leur budget. Toi, tu dois te concentrer sur délivrer un service à la hauteur du prix que tu as fixé. Sinon, c'est de l'arnaque, c'est sûr. Donc voilà, c'était le message du jour. L'argent, ce n'est qu'une conséquence, d'accord? C'est une conséquence des services que tu vends. Mais n'oublie pas, ton entreprise, elle a vraiment besoin de cet argent. L'argent, il est indirectement relié à toi, mais il est surtout relié à ton service et l'entreprise que tu essayes de développer pour qu'elle puisse exister, pour que toi, tu puisses faire ton travail de coach, d'accompagnatrice, en fait, avec les autres, pour que tu sois dans la pérennité, pour pas que tu t'arrêtes du jour au lendemain, et pour que tu puisses continuer à délivrer ce service-là, faut bien fixer un prix. N'oublie pas de te faire accompagner si tu en ressens le besoin ou déjà de commencer à le travailler avec l'aide de cet épisode. Et moi, je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye! Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale. Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.